Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Mon rêve est Rabotai. Ce soir, c'est un cours un peu particulier. On va d'abord le dédier, excusez-moi. On va d'abord le dédier à la mémoire de toutes les victimes des attentats en France, mais aussi dans le monde. Be'ezrat Hashem, que la folie meurtrière cesse dans ce monde et que les civils puissent de par le monde, que ce soit à Paris, d'accord, à Mumbai, que ce soit en Tunisie, que ce soit dans l'espace aérien du Sinaï, où j'en passe, malheureusement, que les civils puissent être protégés et ne soient pas victimes d'attaques et d'atrocités. Ça, c'est premièrement. Partout, y compris en Israël, de tous les côtés. Partout, partout, de tous les côtés, qu'on arrête la folie meurtrière. Voilà, que ça s'arrête. Amen. Be'ezrat Hashem. Maintenant, on voit que dans la situation actuelle, on va essayer de parler d'une chose qui est très importante. On voit que la paix dans les foyers, à travers le monde, ça concerne tout le monde, c'est devenu un sujet qui est de plus en plus compliqué. D'arriver à dialoguer avec les enfants dans le foyer, c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde. Alors, bien sûr, on a parlé des nouvelles technologies, où les gens se renferment, et puis etc. Toute la problématique qu'il y a autour, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a un point qui est essentiel, que les gens ne comprennent pas. Tachata shemesh en chadash, c'est un verset, sous le soleil, rien de nouveau. Je crois que ça inspire une chanson, si je ne me trompe pas. Maintenant, on voit qu'en réalité, il est dit dans le livre des prophètes, que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau du tout, rien. Que depuis que le monde est monde, l'être humain fonctionne de la même façon. De la même façon. C'est-à-dire, si je vois bien qu'il y avait une ère où les hommes étaient barbares, aujourd'hui on est dans une ère où, même si on dit qu'aujourd'hui l'esclavage n'existe plus, il y a des pays du tiers-monde qui ont été, entre guillemets, d'accord, et c'est pas qu'entre guillemets, qui ont été manipulés, qui ont été tout simplement mis à sac par les grandes nations de ce monde, à l'époque coloniale et jusqu'à aujourd'hui. L'Afrique, d'accord, tous les pays d'Europe en ont profité, etc., etc. Maintenant, ce qui est regrettable, c'est de constater malheureusement que certaines horreurs dans certaines régions de ce monde prennent une ampleur médiatique, alors que si la même chose se passe ailleurs, ça prendra beaucoup plus de temps avant qu'il y ait une conscience générale qui se mette en place. Pourquoi ? Par rapport aux événements actuels, malheureusement, parce que l'horreur est arrivée jusqu'aux portes des Européens qui ne pensaient pas pouvoir un jour imaginer des gens avec des kalachnikovs et des ceintures explosives chez eux. Alors que ça fait des années qu'il y a eu des reportages où on a expliqué qu'avec la chute des frontières européennes et la chute du rideau de fer et de l'armée du RSS, le trafic d'armes provenant d'Europe de l'Est a grandi et qu'on retrouvait dans toutes les cités aujourd'hui, dans toutes les cités, on retrouvait des kalachnikovs et des explosifs. Il y a encore de ça, il y a quelques années de ça, on entendait parler de frigos qui tombaient sur les pompiers dans certaines cités, où c'était plus devenu des délinquants de droit commun qui agressaient les gens, c'était des gens qui habitaient dans des zones de non-droit. Certaines banlieues aujourd'hui, en Europe, sont devenues des zones de non-droit. Alors après, on se pose la question, quel rapport avec le Shalom Bayit ? Quel rapport ? Je vois un problème qui se profile à l'horizon. Je ne prends pas le temps d'en discuter, de le prendre en main. Tout simplement. Je ne prends pas le temps de prendre en main ce problème, de m'y intéresser de façon sérieuse, d'essayer d'étudier réellement la problématique qui engendre le problème. Chose qui n'a pas été faite à travers le monde, raison pour laquelle on est dans la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'au niveau du microcosme familial, quand moi je suis dans une situation dans laquelle je ne suis pas en train
de me remettre en question, de remettre la situation en question et d'essayer de comprendre les sources, les origines du malaise chez l'autre, mais aussi de lui expliquer que s'il décide d'être dans ce malaise, c'est son propre choix. Que s'il décide de se faire du mal ou de faire du mal aux autres, c'est son propre choix, c'est lui qui est responsable de ses actes. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, d'accord, s'il n'y a pas ce dialogue qui s'établit, on va vers la catastrophe. On va vers la catastrophe. On va donner des exemples concrets. On voit clairement qu'on a, dans certains cas, un membre du couple qui est en permanence énervé. Que quand on essaye de parler avec cette personne-là, d'accord, elle réagit avec des cris. Ça peut arriver aussi bien aux femmes qu'aux hommes. C'est-à-dire, ça ne vise personne en particulier. Ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce qui fait que la personne a une telle nervosité? Est-ce qu'elle mange correctement? Est-ce qu'elle dort correctement? Est-ce qu'elle est épanouie dans son activité professionnelle? Est-ce qu'elle est épanouie dans son rapport avec son conjoint, sa conjointe? Est-ce qu'elle est épanouie dans son rapport avec ses enfants, si elle en a, avec ses proches, avec ses collègues? Est-ce que la personne est épanouie? Qu'est-ce qui engendre ce manque d'épanouissement? Est-ce que c'est une véritable problématique ou est-ce que c'est une volonté de ne pas être épanoui? Est-ce que je m'enferme dans le cycle infernal de me dire « Je suis malheureux, c'est trop dur la vie », comme disait le petit poussin Calimero. Ouais. Zichrono livracha. Alors, maintenant, à mon avis, bon, c'est tellement vieux. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité quoi? On voit quoi? On voit en réalité que si on vient et qu'on s'enferme dans une telle problématique, là on a un problème. Et là on rentre dans une dynamique qui est la pire au monde. Comment régler ce problème? Il y a une notion qu'on va aborder en 2 cours. Premier volet cette semaine, deuxième volet la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Ce qu'on appelle en hébreu la shayachut. D'accord? Donc de se sentir en réalité... Comment on dit en français shayachut? Non. Excusez-moi. Comment on dit shayachut en français? Non, c'est pas du tout. Shayachut, c'est de se sentir appartenir. C'est la notion d'appartenance. Excusez-moi. Voilà, exactement. C'est la notion d'appartenance. Donc la notion d'appartenance, on va parler, c'est en 2 volets. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Est-ce que je me sens appartenir aux gens avec qui je vis? Est-ce que je sens que j'ai un point commun, des choses en commun, avec les gens avec qui je partage ma vie? Quand nous, on a décidé de donner une certaine éducation à nos enfants, et qu'on voit qu'avec le temps, les enfants grandissent et qu'ils font leurs propres choix. Et que ces choix-là, en tant que parents, ne nous conviennent pas forcément. Est-ce que je sens que ces enfants ont encore un point commun avec moi? Est-ce qu'il y a une notion d'appartenance, moi en tant que parent, vis-à-vis de mes enfants? Est-ce que j'arrive à m'identifier avec mes enfants, à me reconnaître en eux? Ça devient compliqué. Parce qu'ils ne font pas forcément des choses qui me conviennent. Oh. Vous suivez ou pas? De la même façon, dans un couple, quand une femme prend des décisions de façon unilatérale, ou un homme prend des décisions de façon unilatérale, le second, il y a un malaise qui se crée. Et tout simplement, il se dit, elle n'a pas l'impression, ou il n'a pas l'impression qu'on s'appartient l'un à l'autre, qu'on vit en commun, qu'on a une vie commune et que les décisions doivent être prises en commun. Je ne parle pas de savoir quelle marque de cornflakes acheter au supermarché. Ça aussi, c'est bien de pouvoir en discuter ensemble, décider ensemble. Je ne parle pas de ça. Je parle parfois de décisions très importantes. Moi, j'ai eu des cas exceptionnels. Quand je vous dis exceptionnels, j'ai eu des cas de retraités. Un cas réel, un cas de shlom bayit exceptionnel. Un problème dans le couple, mais un monsieur qui a décidé tout simplement, pour sa retraite, d'aller acheter dans un pays à l'étranger, dans une ville que sa femme ne connaissait pas, dans un quartier qu'elle ne connaissait pas, avec une langue que la femme ne parlait pas, d'accord?
d'aller acheter tout simplement un appartement après avoir mis en vente sa propre maison dans laquelle il vivait avec sa femme. La maison était en commun. Donc le mari a mis en vente la maison, il n'a pas dit à sa femme. Le jour de la signature, il a dit, chérie, on va vendre la maison, donc tu viens signer. Et on fait quoi? Ah ben ça y est, j'ai déjà signé un contrat, on achète une maison à l'autre bout du monde. Et la femme, elle se dit, attends, mais t'as choisi tout seul la maison, tu m'as pas demandé. C'est un cas, je vous dis franchement, là, c'est un cas extrême. Hein. C'est vraiment un cas extrême. Je pense pas que ça existe souvent, une chose pareille. Mais le mari a décidé de son propre chef de prendre une décision. La femme, elle s'est dit, mais est-ce que c'est l'homme avec qui j'ai partagé ma vie? Est-ce que c'est l'homme avec qui j'ai donné des enfants? Est-ce que on s'appartient l'un à l'autre? La notion d'appartenance. Quand il n'y a pas de notion d'appartenance, par quoi passe la notion d'appartenance? Un besoin de s'identifier, un besoin de pouvoir se comparer. Pour des enfants, des jeunes enfants, il est bien pour eux, quand ils sont jeunes, de voir des photos de leurs parents à leur même âge, pour voir les ressemblances. Ils arrivent à s'identifier, ils se sentent réellement appartenir à une famille, ils sont dans une suite logique. Alors s'ils ont des photos des enfants, des parents et des grands-parents, et qu'ils voient qu'il y a une ressemblance, qu'il y a un patrimoine génétique dans la famille, entre guillemets, d'accord? Bah, tout simplement, ça renforce cette notion-là. C'est une chose qui est extrêmement importante. À une échelle plus importante, quand on voit aujourd'hui des sociétés qui évoluent de façon différente, comme je m'amuse à l'expliquer, j'ai eu une fois une personne très intelligente, d'accord, qui était avocat à Londres, un avocat de Londres, et qui parle plusieurs langues. Quand il parlait en anglais, il a vécu à Londres, où il travaillait 12-14 heures par jour, donc il n'a pas le temps pour mettre des formules de politesse au début de chaque phrase et à la fin de chaque phrase. Il est très directif. Donc arrive à un moment donné où il a épousé une femme qui parlait une autre langue, d'une autre nationalité. Et avec elle, il parlait en anglais. Et la femme, c'était pas une anglophone à la base. Donc elle comprenait pas, elle trouvait son mari très dur, très rude, pas assez délicat, manquait d'attention. Alors que lui, par rapport aux gens qu'il avait l'habitude de fréquenter, il avait l'impression d'être poli. Et quand il est arrivé chez moi, ce mari, je lui ai dit, écoutez, combien de langues vous parlez? Combien de langues parle votre épouse? Sa femme, Ben Porat Yosef, parlait aussi plusieurs langues. Et elle parlait l'italien, elle parlait l'espagnol, elle parlait l'anglais, elle parlait le français. Et lui, il parlait italien, il parlait un peu l'espagnol, il parlait l'anglais, il parlait le français un petit peu. Et je lui ai dit, regardez, quand vous parlez en français, vous ne remarquez pas que vous êtes plus doux, qu'il y a plus de formules de politesse? Il faut savoir une chose, la France, c'est un pays où il y a des bonnes manières extraordinaires. Il ne faut pas oublier que c'est le pays de la gastronomie. On met les petits plats dans les grands plats. D'accord? Il y a des couverts spéciaux pour manger n'importe quel aliment. Quand on va dans des restaurants gastronomiques, entre guillemets, là-bas, il y a des ustensiles que certaines personnes n'ont jamais vus de leur vie quand ils sont dans le pays où des hamburgers. Ils arrivent dans les restaurants gastronomiques, c'est de l'exotisme pour eux. Donc, en réalité, on met les petits plats dans les grands plats, c'est la langue de Molière, et réellement, en France, il y a une politesse exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est extraordinaire. Les gens vous écrasent les pieds dans le métro en France, ils vous disent, excusez-moi, vous allez à New York ou à Londres ou à Tokyo, on vous écrase les pieds, c'est normal. Il n'y a pas de place. Donc, maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'en réalité, avec une langue, il y a une mentalité. Il y a une mentalité qui découle de la langue. Maintenant, ce monsieur-là, il avait un problème. Lui, il avait une mentalité d'anglophone. Donc, quand il parlait en anglais, s'il avait eu affaire à une londonienne, aucun problème. Il est gentil, il est attentionné, il est content, elle est contente. Mais c'était pas une londonienne. Et elle a l'impression qu'il était très dur. Je lui dis, essayez de parler en français, vous êtes plus poli. Je dis, maintenant, vous parlez les deux en italien. Je peux vous filmer une minute et vous me parlez en italien. Et là, il se met à parler en italien, il se bougeait les mains, il se met à sourire. Alors qu'en anglais, il était en costard-cravate, très coincé, en italien. Et moi, je le filme. Me parler en anglais, me parler en italien. Et me parler en français. Il me dit, mais je suis plus la même personne, parce que chaque langue, c'est une mentalité différente. Votre solution à vos problèmes de schlumbeit, parle une autre langue avec ta femme, parle en italien. Ça règle ces problèmes de schlumbeit. Ce qui veut dire en réalité que par le Yetzer Hara, le mauvais penchant des frontières, des différentes langues, d'accord, qu'à la base c'est une punition divine. Ça s'est créé au moment de la rébellion d'Orapalaga,
au moment de la rébellion, d'accord, de l'humanité contre Dieu en construisant la tour de Babel. Dieu, pour nous punir, a créé différentes formes physiques chez les hommes, d'accord, entre guillemets, je parle de faciès. Il a créé les jaunes, les noirs, les rouges, les blancs, les bleus, les verts, toutes les couleurs, d'accord. Et en plus de ça, il a créé des langues différentes. Où en plus de la langue, il y a certaines langues qui sont plus linguistiques que d'autres qui sont plus gutturales, plus dures. Il y a d'autres langues qui sont avec une note gestuelle, d'accord, plus souriante, plus chantante. Et ça change la mentalité du pays. Ça change la mentalité de la personne. Il est rapporté dans le Talmud, pour comprendre la mentalité d'une nation, il faut pouvoir connaître sa langue. L'enseignement des langues nous permet de mieux comprendre une culture et un pays. C'est une base même, d'accord, en anthropologie. Un anthropologue, il va commencer, quand il veut analyser une nouvelle société, à analyser l'écriture et le langage d'une civilisation. Maintenant, je fais quoi là? Vous m'écoutez ou pas? Tout va bien? Ça va? Je peux continuer? Je crois à l'école. Bon, allez, on va continuer. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité qu'il y a une mentalité à travers une langue. C'est très bien. Maintenant, quand les hommes parlent des langues étrangères les uns des autres, et ont développé des mentalités différentes les uns des autres, et ont des principes différents les uns des autres, on ne se sent plus appartenir les uns aux autres. En plus de ça, ça crée l'illusion de devoir se dire on va transformer les autres et si besoin, on va les tuer. Bon. Dans un couple, on va transformer l'autre et si besoin, on va faire la bagarre. On va se disputer en permanence. Jusqu'à que l'autre accepte de changer. Mais pourquoi vouloir changer l'autre? Est-ce que l'autre a besoin de changer? Est-ce que moi, peut-être, je n'aurais pas besoin de faire un pas en avant vers l'autre pour peut-être faire un changement? Si l'autre a un problème et doit réellement changer, si moi je passe mon temps à lui faire des reproches, ça donne envie de changer? Un mari qui systématiquement arrive en retard, ou qui promet de rentrer à une certaine heure et qui ne rentre pas à l'heure à laquelle il a promis de rentrer, ou une femme, ça arrive, d'accord, d'un côté comme de l'autre. Ça sert à quelque chose de dire de toute façon tu ne rentres jamais à l'heure, de toute façon on ne peut jamais compter sur toi. Ça motive l'autre à vouloir faire des efforts, ou ça le renforce dans se dire mais tu comprends pas pourquoi j'arrive en retard. C'est parce que je travaillais, c'est parce que j'avais fait des choses à faire. Mais si on fait un premier pas en disant écoute, voilà, c'est une chose que je viens et je dis, je le répète. Si on va vers l'autre, non pas en faisant un reproche, mais un compliment. Écoutez bien, je donne un exemple concret. Parfois, on a des femmes qui se sentent abandonnées dans le foyer. Parce que même quand le mari rentre à la maison, il a le travail, il a les dossiers, il a les clients, il doit prendre du temps pour gérer un peu tout ça sur son ordinateur, et puis un peu relancer des clients sur le soi-disant Facebook, d'accord, pour relancer les clients. Mais entre deux clients, on va regarder un petit truc, une petite histoire, je sais pas moi, d'accord. Bref, on va chercher les copains du passé, bref, on perd du temps. Mais des fois non, des fois réellement les personnes sont occupées. Donc elles sont là mais elles sont pas là. Il n'y a pas un temps de qualité. Ça, j'en ai déjà parlé dans les cours précédents. Maintenant, en plus de ça, ce mari-là, on va donner l'exemple, très souvent, il n'est pas à la maison le soir. Il sort avec les copains. Pourquoi? Tu comprends pas, il va pas bien, ça va pas avec sa femme, il a besoin de se détendre. On est parti boire un verre. Je l'ai emmené dans un cours de Torah. Je suis parti voir mes parents, ils ne sentaient pas bien. Je suis allé ici, je suis allé là-bas. Et c'est comme ça quasiment tous les soirs. Alors, peut-être que le mari ne se sent pas bien dans le foyer, parce qu'il n'arrive plus à parler avec sa femme. Donc, il prend la poudre d'escampette. On voit parfois des femmes, tous les soirs, qui vont dans des cours, et qui sortent avec des amis, parce qu'elles aussi, elles prennent la poudre d'escampette. Elles étouffent, à cause du mur du silence. C'est plus le mur du son, il n'y a pas de son, c'est le mur du silence. D'accord? On n'avance plus. D'accord? Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Mur du silence. On n'en peut plus, on étouffe, on a besoin de se détendre en dehors du... On ne construit plus le couple. À la fin, on devient deux colocataires qui partageons les charges familiales et les charges, entre guillemets,
de la maison, d'accord? Et on est deux administrateurs en train de se dire, bon, qui récupère les enfants ce midi, ce soir, qui leur donne à manger, qui va les mettre au lit, qui fait ceci, qui fait cela. Il n'y a plus de couple. Il n'y a plus de couple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette notion d'appartenance qui a besoin d'être réellement renforcée dans chaque foyer. Par rapport à ça, hein, on va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, l'importance dans le couple d'arriver à se renforcer d'éviter cela. Si la femme, au lieu de faire un reproche, dire mais, à son mari, mais je sors parce que j'étouffe, j'en peux plus de toi, j'en peux plus des enfants. Ça peut arriver. Au lieu de dire à son mari, mais t'es jamais là, tu t'en fiches de nous. Et quand t'es là, t'es pas là. Si le mari, je vais le voir. Moi, la femme. Je me mets dans la peau, hein, attention, je suis un très bon comédien. Parce qu'une femme avec ma barre, la pauvre. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je vais voir le mari, mon mari, entre guillemets, et je lui dis, je tiens à te remercier d'une chose, de m'avoir donné la chance, je sais que j'en fais beaucoup là, mais bon, de m'avoir donné la chance d'avoir un époux comme toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, dès que tu as un ami qui a besoin de toi, dès que tes parents ont besoin de toi, dès que qui que ce soit a besoin de toi, un client, on peut compter sur toi. Et je sais que de la même façon que tes clients, que tes collègues, que tes amis, que ta famille, en dehors du foyer, en dehors de moi et des enfants, peuvent compter sur toi, je sais qu'à fortiori, moi, ta femme, avec tes enfants, on pourra toujours compter sur toi, on a beaucoup de chance, vraiment, merci. Le mari, il se dit quoi? Il se dit, elle se moque de moi. Elle se moque de moi. Maintenant, attendez, je vous fais la deuxième possibilité. D'accord? Deuxième possibilité, la même femme va voir le même mari le disant, il y en a marre de toi, tu t'occupes jamais de nous, tu passes plus de temps avec les autres que nous, les autres ont plus d'importance que nous, on en a marre de tes bêtises, et c'est pas important ce que tu fais, c'est nous, ta vie, etc., etc. Il est comment le mari? Le mari, il s'entête. Et en s'entêtant, il va répondre. Mais Rina, vous mettez les maris des fois un peu trop haut sur la barre de l'échelle. C'est-à-dire que si vous attendez dans le Keta Rishon, que le mari après il va lâcher ce qu'il a à faire pour aller venir voir la femme, je crois que... D'accord. Alors on recommence. On va recommencer parce que là c'est la misogynie à l'envers. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Ce qu'il y a, c'est quoi? Tout simplement, le même mari qui avait à un moment donné des reproches en face de lui, bah tant il a un compliment. Il dit, elle se moque de moi ou quoi? Elle fait quoi là? De lui-même, il va commencer à se remettre en question. Soit il va se dire, elle est en train de se moquer de moi, mais elle change de dialogue. Peut-être que je devrais faire un effort. D'accord? Ou soit il va pas sentir le truc passer, il va se dire, attends, mais vraiment, non, elle m'a vraiment fait un compliment. Et bien sûr qu'à fortiori, je dois être là pour ma femme et mes enfants. Dans un sens ou dans l'autre, ça va changer la dynamique du comportement du mari. La même chose, si c'est le cas de la femme, comment le mari va parler à sa femme. Oh. Moi, j'ai des maris qui viennent me voir, qui me disent, votre arabe, je peux pas respirer à la maison. Je sais, qu'est-ce qu'il y a? Ma femme, elle me crie dessus quand j'ai mis les chaussettes à l'envers dans la salle. Tu peux pas retourner les chaussettes? Faut que moi je retourne les chaussettes? Après, il faut les étendre, il faut toutes les retourner. Ou encore, tes chaussettes, tu peux les mettre séparément ou tu peux les mettre en boule. Chaque femme son truc. D'accord? Tu peux pas faire un effort. Des maris qui viennent me voir et qui me disent, attends, mais je peux pas respirer. Je veux me nettoyer les mains. Il y a 3 gouttes d'eau qui tombent par terre. J'ai marché sur les gouttes d'eau. C'est la fin du monde. Quoi? Elle a déjà nettoyé par terre, elle peut pas renettoyer. Et toi, tu peux pas faire un effort. Tu peux pas, à côté de l'évier, mettre la serviette et au-dessus de l'évier, prendre la serviette, t'essuyer. Tu as besoin, toi, de te laver les mains en regardant la serviette à 15 mètres ou en te disant, d'abord je me lave les mains, après je vais chercher la serviette dans le placard parce qu'il n'y en a plus. Non, c'est la femme, c'est elle qui nous persécute. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Ce que je suis en train de vous dire, en réalité, c'est une chose qui est très simple.
Au lieu de faire les reproches, d'accord, de venir et de dire à l'autre extraordinaire, compliment, fantastique, magnifique. Tu es fantastique. Mais je sais que ce trait de caractère qu'il y a chez toi, dans ton comportement vis-à-vis des autres, ou dans ta façon de vouloir faire Netilat Yadayim, ou d'être propre et de te nettoyer les mains, je sais que nos enfants seront propres. Mais viens, allons jusqu'au bout des choses, pour que nos enfants apprennent réellement la propreté. Apprenons-leur aussi à se nettoyer les mains, en essayant de garder un minimum la maison propre. C'est vrai qu'ils sont petits, quoi qu'il arrive, ils vont salir, mais en voyant papa et maman faisant un effort et chercher une serviette, la mettre à côté d'eux pour se nettoyer les mains, d'eux-mêmes, ils vont prendre l'habitude. Comme je l'ai expliqué, Avraham Avinu, on dit qu'il a une éducation exceptionnelle vis-à-vis de son fils Yitzhak. On se dit, attends, c'est quoi l'éducation exceptionnelle qu'il a eue vis-à-vis de son fils? Même vis-à-vis de son fils Ishmaël, on dit qu'il les a éduqués extraordinairement bien. Il n'a quasiment pas parlé avec eux dans la Torah. On voit qu'avec Yitzhak, il a parlé 2 fois, pour l'appeler mon fils, à 2 reprises, dans toute la Torah. C'est les 2 fois qu'il adresse la parole à Yitzhak. Comment? Ça a été un exemple lui-même. Il a été exemplaire dans son comportement. C'est déjà une chose. Donc la femme, quand elle vient et qu'elle parle comme ça avec son mari, elle le motive pas? Elle le motive. Il y a des chances pour que ça le motive. Parce que malheureusement, d'attaquer une personne de front en lui faisant tous les reproches, la réaction qu'on va avoir en face, c'est pas de se dire, vous savez quoi, on va changer. On ne s'est pas bien comporté, mais à le coup pas, excusez-nous. Et vous savez à quoi ça ressemble? J'exagère vraiment, d'accord? Et c'est peut-être indélicat de ma part, mais réellement ça ressemble à une personne qui va se dire, la société européenne ne me convient pas, je vais tous aller les tuer et les faire exploser, ils vont changer. Ils vont changer les Européens? Ou ils vont sortir l'armée dans les rues? Mais je crois qu'il y a une première étape. C'est une mécanique dans la façon de fonctionner humaine. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, j'extrapole 2 situations qui n'ont aucun rapport d'apparence. Mais dans la mécanique, la façon de fonctionner, d'accord, face à l'agression, la réponse, c'est la défense. S'autodéfendre. Et justifier sa défense et ses actes. Et ça peut, et parfois en se défendant, on peut devenir agressif. Donc des maris, attendez, excusez-moi, des maris qui ont en permanence le même reproche dans la bouche de leur femme. La femme fait toujours le même reproche. Hein? Pourquoi vous dites reproche? C'est Ezer Kenegdo, ça peut être aussi une aide pour lui. Donc c'est pas forcément, il le prend comme un reproche, mais ça peut être une remarque. Bon, alors on va le refaire, parce que comme il y a un micro, il est là, il est tourné vers moi. Quand vous parlez, les gens ils vous entendent pas forcément. Donc vous avez dit, pourquoi vous dites reproche? Parce que la femme, son rôle parfois c'est Ezer Kenegdo, donc d'abord soutenir ou s'opposer à son mari pour l'aider à changer, à évoluer. Donc elle ne fait que l'aider quand elle lui fait des reproches. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, mais il y a une façon de parler. Il y a une attendez, excusez-moi. Oui, je comprends. Vous allez, toutes les femmes vont intervenir ici et vous allez toutes me dire, d'accord, les unes après les autres, qu'il faut bien, à un moment donné, parler des choses. Je suis d'accord avec vous, mais il y a une forme, il y a une façon de le faire. Aussi bien pour les femmes, vous ici, mesdames, que pour vous ici, messieurs. C'est la même chose. Il y a une façon de parler et de faire les reproches. Mais l'obligé au départ. Et amitecha. Et tu feras le reproche à ton prochain. De reproche, tu reprocheras ton prochain. C'est-à-dire, tu vas lui faire des reproches avec des reproches. C'est qu'elle me dit la Torah. D'accord? Ça veut dire quoi? Tu as l'obligation de faire des reproches. Rabbi Eliezer rapporte que si on ne peut pas faire un reproche de façon sympathique, de façon pédagogue, de façon intelligente, qui va motiver l'autre à changer de comportement et de changer sa dynamique dans sa façon de réagir, d'accord? Il vaudra mieux ne pas faire de reproches. Sinon, c'est la guerre. Ouais, c'est comme alors elle s'étouffe. Ouais, ça. Sinon, c'est la guerre. Non, elle est en détresse. Elle a besoin déjà de se défouler, de dire des choses, et après de discuter, à arriver à trouver une entente. Mais il y a une façon... Est-ce que vous comprenez que moi, vous me parlez du besoin de dire les choses, et je vous dis que le besoin, il est légitime, il est normal, mais que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire que c'est normal d'avoir besoin de dire les choses, et il faut dire les choses. Mais il y a une façon de le faire. Il y a une façon de le faire. Dieu, quand il a créé ce monde, il a créé ce monde à travers des sphères spirituelles qui ont servi à créer le matériel, avec certaines forces. S'il était venu et qu'il avait mélangé ces forces-là d'une autre façon, il aurait obtenu une autre création totalement différente. Je vous ai déjà expliqué que chaque être, il est comparé à l'univers. Pourquoi? Parce que chaque être, il se construit à travers ses qualités
d'accord? Et ces traits de caractère qui sont appelés les traits de caractère divins, les midotes, d'accord? Les midotes, elles viennent de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu parce qu'il a la possibilité de changer ses traits de caractère. En général, quand on va prendre des poules dans une basse-cour, des animaux, d'accord? Je parle bien des animaux. Il ne faudrait pas penser que ce soit une expression péjorative, Ras Shalom. On prend des poules dans une basse-cour. On a déjà vu une poule qui va être philosophe, et l'autre poule qui va être mateuse, et l'autre poule qui va être artiste. Les poules, elles font toutes la même chose. Ça, on le voit chez les êtres humains. Les êtres humains, on voit réellement la différence. Il y a une réelle différence, et c'est du concret. Dans la façon d'être, dans la façon de se vêtir, dans la façon de parler, dans la façon de se comporter. Il y a une véritable différence. On peut tout simplement mettre les formes pour dire les choses. On doit apprendre à avoir le contrôle de nos émotions pour arriver à dire les choses, pour construire le couple. Pas pour se rentrer dans une opposition totale en permanence et faire de sa maison des tranchées de guerre où chacun se retranche de son côté en se disant « c'est pas moi, c'est l'autre ». Alors, laissez-moi continuer ce que je voulais dire. Moi, j'ai des maris parfois qui viennent me voir et qui me disent « mais ma femme me fait toujours les mêmes reproches ». Vous savez quoi? Elle a un problème psychologique. Voire psychiatrique. Ma femme, elle a un gros problème. Et puis, il y a d'autres personnes qui me l'ont dit. Parce qu'elle parle toujours des mêmes problèmes. Mais à la fin, le mari, je lui dis « attends, t'es parti voir des gens, les gens t'ont dit ». Après, je vais vous donner un exemple concret, parce qu'il y a des fois des situations qui sont extraordinaires, les gens qui disent. Quand on vous dit qu'il y a une interdiction de parler du mal de son prochain, de faire du lachon hara, ou pire, d'être médisant, diffamant, d'accord? Donc, de faire du motzi shemra. La diffamation, c'est le motzi shemra. De faire un mauvais nom, une mauvaise réputation à une personne en mentant à son sujet. On invente des choses négatives au sujet d'une personne. Ou on a entendu d'une autre personne, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, et on rapporte. Allez, on fait passer l'information, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. On rentre dans la faute du lachon hara, du motzi shemra. C'est très grave, ça détruit l'humanité. De se critiquer les uns les autres au lieu de s'asseoir et d'arriver à dialoguer et de se parler, ça crée quoi à la fin? Des rancunes, des rancœurs, le dialogue il est impossible, seul rapport possible, le rapport de force. C'est la fin de l'humanité. Si on se rend tous dans les rapports de force, c'est une catastrophe. C'est la fin d'un foyer, le rapport de force. Comment changer cette dynamique? Comment arriver réellement à changer ces choses-là au sein du couple? C'est très simple, vraiment très simple. Apprendre à mettre les formes. Au lieu de faire un reproche, transformer le reproche en compliment. Un compliment, on fait remarquer à travers ce compliment que de la même façon que la personne, ma femme, voilà, je te remercie, grâce à toi la maison elle est vraiment propre. Tu me demandes de faire netilat ou de me laver les mains et de ne pas mettre de gouttes par terre. C'est extraordinaire pour que les enfants aussi apprennent à être propres comme papa, mais à garder la maison propre. Moi, je vais te demander une chose. Tu as vraiment raison. Je te remercie, d'accord? Mais je vais te répondre une chose qui est extraordinaire. De la même façon que tu me dis ça, il faut que tu apprennes à me parler calmement pour me le dire. Comme ça, nos enfants vont apprendre à parler calmement. On construit. C'est l'occasion pour le mari, quand il a un dialogue pareil, quand sa femme lui demande de changer, c'est l'occasion pour lui de lui dire aussi ce qu'il pense. Mais en discutant, pas en criant. Pas dire « Ah, qu'est-ce que tu m'embêtes? Et si je veux mettre des gouttes par terre? C'est moi qui paye le loyer, c'est moi l'homme, c'est moi. » Non, au lieu de dire ça, non, de parler calmement, de construire, d'avoir un dialogue. Je vois des maris qui ont souvent le même reproche, qui sont partis voir différentes personnes. Et à la fin, ils me disent « Ma femme, elle a un problème. Ma femme, elle a un problème. » Elle a aucun problème, ta femme. Ta femme, il y a une chose qui la dérange, qui cause chez elle un trouble, un ressenti qui est terrible. Et toi, tu ne fais pas d'effort. Donc, elle est obligée d'en parler avec différentes personnes. Les autres personnes n'arrivent pas à comprendre parce que toi, tu vends tellement bien ton rôle de victime aux yeux des autres, que ta femme, elle crie, que ta femme, elle s'énerve, que ta femme, et que ta femme, et que ta femme, et que ta femme, qu'à la fin, les gens, ils peuvent être convaincus que peut-être qu'elle exagère. Et puis quand elle arrive remontée, énervée, la femme, et qu'elle n'arrive même plus à discuter, parce qu'elle a fait le reproche 100 000 fois à son mari, qu'elle en a discuté, et qu'ils se sont retrouvés devant un psychologue, devant un conseiller conjugal, devant un rabbin, et j'en passe, des membres de la famille, etc., et qu'elle a beau dire, c'est toujours les mêmes réactions en face, elle ne va pas arriver très zen, la femme. Et malheureusement, on est dans un monde d'apparence. Quand on en a un qui est calme et qui dit, tu vois, c'est toujours la même chose, qu'est-ce que je peux faire? Et que l'autre s'énerve, les gens en face disent, ah, c'est vrai que
L'autre pourrait être énervé comme ça, c'est pas très net. Hein. Il y aura un problème chez l'énervé. On ne se remet pas nous en question. Et on devient, nous, responsables du mal-être et du malaise de l'autre. Et après, le couple, il meurt petit peu à petit peu, d'accord, peu à peu. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est la crise, on n'arrive plus à dialoguer. On ne trouve plus de points communs, on ne se sent plus appartenir les uns aux autres. Et il y a la solution miracle, hein, le divorce. Une catastrophe. Pourquoi? Parce que les gens, ce qu'ils oublient souvent, surtout s'ils ont des enfants, c'est que même s'ils se séparent, ils resteront toujours une seule et même famille. Ça restera toujours le papa des enfants, le mari, et la maman restera toujours la maman des enfants. Mais les enfants, il faudra les gérer entre deux maisons différentes. Bonjour la perturbation. Maintenant, est-ce qu'on doit rester marié pour les enfants? Non. On doit rester marié parce qu'on est suffisamment adulte pour pouvoir se confronter, pour pouvoir parler à travers un dialogue calme, intelligent, pédagogue, d'un côté comme de l'autre. Quand on parle de la notion d'appartenance, d'accord, ou comment mieux réussir dans son foyer, c'est un grand terme, c'est pas très clair. Je sais depuis tout à l'heure, je suis pas très clair. C'est la démonstration d'un syllogisme, d'accord, pour certains, et pourtant base de la réussite du foyer juif et de n'importe quel autre foyer aussi. C'est pas que les foyers juifs. Tant au niveau de la paix du ménage, du shlom bayit, qu'à celui de l'éducation des enfants. C'est très très important, d'accord. À une plus grande échelle, cette notion-là, c'est la solution à bien des problèmes de la société dans laquelle on vit. De se sentir appartenir les uns aux autres, c'est ce que j'essaie d'expliquer. D'avoir un dialogue intercommunautaire, interracial, un dialogue mondial, pour essayer d'avancer ensemble. De dire, voilà, chez vous, vous avez voté pour tel droit, telle chose, ça nous dérange. Voilà ce qui nous dérange. Venez dialoguer quand c'est encore possible. Ça peut vous paraître fou, mais des hommes comme Gandhi, d'accord, ou j'en passe, d'accord, c'est des hommes qui ont changé de par leur demande d'inaction. C'est eux qui ont réussi à changer la face du monde. Hein. Des Nelson Mandela ou des Gandhi ou d'autres, c'est par leur demande, d'accord, ou le Dalai Lama encore. C'est pas des hommes qui ont dit venez, on va prendre les armes, on va sortir en guerre. Non, non, venez. Vous voulez quoi? On va discuter, on va dialoguer. Ils ont changé la face du monde. Ils ont fait évoluer le monde et l'humanité dans le bon sens, je pense, à un niveau ou à un autre. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité quoi? Mais nous, notre but, c'est pas d'être dans l'action en tant que juif. Non, attendez, je crois que vous ne comprenez pas. Alors, on va donner un exemple plus concret. Je vais vous expliquer une chose. Demain, vous devenez une belle-mère. Voilà. Vous mariez vos enfants. D'un point de vue technique, une maman qui marie ses enfants, ça devient une belle-mère. Maintenant, différents choix pour la belle-mère. Quand il y a quelque chose qui la dérange, directement parler, d'accord, et remettre en place les belles-filles, les gendres, conflit direct. Ou encore, être suffisamment intelligent pour ne rien dire. Bien sûr. Laisser passer, d'accord, quand il y a une crise, voir comment ça évolue, et parfois en n'intervenant pas, d'accord, en restant de côté, en disant, voilà, les enfants, c'est entre vous, vous êtes mariés, je ne veux pas me mêler, il se passe des choses entre vous, je comprends, ça passe, arrangez-vous entre vous les enfants. D'accord? Parfois ça peut s'arranger, parfois de vouloir s'immiscer en tant que belle-mère dans le couple de ses enfants, ça ne fait parfois qu'en faire empirer les choses. Donc ça veut dire, c'est quoi l'action parfois? L'action d'arriver à se taire, c'est une action. D'arriver à se retenir, de ne pas s'énerver, c'est une action. C'est une action. D'arriver à retenir les mots qui veulent sortir de notre bouche, s'ils peuvent avoir des consonances péjoratives, voire vulgaires, c'est une action. Surtout que c'est un interdit. De devenir péjoratif, de se moquer de l'autre, de diminuer l'autre de façon péjorative, c'est interdit par la Torah. De venir et d'insulter une personne, c'est nivulpé. C'est renforcer sa mauvaise écorce, ses mauvais traits de caractère, d'avoir des termes vulgaires dans notre bouche. Par rapport à ça, on voit donc, d'accord, Talmud, il vient dans la Gemara, on nous enseigne, dans le traité Sanhedrin, page 27, Amoud Bet,
qu'on est Kulanu Arivim Zelazé, on est tous garants les uns des autres. Donc, dans un foyer, quand on se dit qu'il y a une notion d'appartenance, je suis garant de mes enfants, les enfants sont garants les uns des autres, les uns s'inquiètent et s'occupent des autres. D'accord? Et du bien-être des autres. Dans le traité Shabbat, on est considéré devant l'Éternel comme étant un seul homme. Bnei Yaakov, Kulam Shkulim Keechad. Les enfants de Yaakov ne sont considérés que comme une seule personne devant Dieu. C'est pour ça que on voit devant Yamim Noraïm, on peut être jugé sur le plan personnel, mais on est aussi jugé sur le plan général. D'accord? Et à une plus grande échelle, c'est toute l'humanité qui est jugée. Donc, on fait partie d'un seul et grand ensemble. Le Midrash Rabbah, sur la paracha Bamidbar, là-bas, dans le Perek Vav, d'accord? Là-bas, Bamidbar Rabbah, Perek Vav, Pasuk Yud Aleph, on nous rapporte là-bas qu'il y a un message essentiel. Kulam shkulin lifne akadosh baruchu lifne hamakom bechiba. Toute créature devant l'Éternel est considérée comme étant, non seulement elle est considérée, elle est prise en compte par Dieu, mais avec amour. Donc déjà, on n'est pas rien. Parce que Dieu il nous aime. Dieu il nous a créés pourquoi? Par amour. Est-ce que Dieu a besoin de nous s'il est parfait? S'il est parfait, il n'a pas besoin de nous. Alors pourquoi il nous crée? Par amour. C'est ça sa grandeur. Donc si déjà Dieu m'aime, c'est déjà grand. Si moi j'arrive à l'aimer en retour, j'ai déjà une relation qui peut être grande et qui peut me motiver pour pouvoir ressembler à cette entité qui s'appelle Dieu, à qui je veux aspirer de ressembler. On dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Comment l'homme a été créé à l'image de Dieu? Pas en termes de corps, pas physiquement, mais simplement en termes de comportement. On a les qualités divines qui sont ancrées en nous. C'est à nous de savoir les gérer. En sachant les gérer au bon moment et en sachant réagir par rapport à la situation de la bonne manière, on se rapproche de Dieu et on crée cette relation intime entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et on devient une meilleure personne. Et après, quand on devient une meilleure personne, ça devient de plus en plus difficile pour les autres d'arriver à nous critiquer. Que ce soit le conjoint, la conjointe ou les enfants. Ça donne plutôt envie de ressembler. On est plutôt apprécié, respecté. On voit donc que la Torah, elle nous apporte Ve'ahavta l'erecha kamocha. D'accord? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? On voit là-bas, dans Sefer Lévitique, chapitre 19, verset 18, c'est une ordonnance divine qui est exaltée par nos maîtres de mémoire bénite à travers bien des enseignements talmudiques. Que ce soit dans le Talmud babylonien, dans le traité Psachim, d'accord, page 75, ou dans le Talmud de Jérusalem, traité Sanhedrin, d'accord, Perek Vav, Mishnah Dalet, ou dans le traité Sota, ou dans le traité Nedarim. Là-bas, on nous rapporte l'essentiel, à différents endroits du Talmud, comment aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire, ça a une importance extraordinaire. Dans Masechet Shabbat, on dit quelle est la mitzvah qui résume toutes les mitzvot, toute l'ordonnance divine, toutes les mitzvot de la Torah, 613 commandements. Quelle est la mitzvah qui peut résumer toutes ces mitzvot-là? Pourquoi toutes ces mitzvot ont été données à l'homme? Pour une mitzvah. Ve'ahavta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même, comme j'ai déjà expliqué, c'est d'aimer l'autre en faisant ce qui est bien pour l'autre. Pas ce qui m'arrange à moi, et en apposant ce qui m'arrange à moi à l'autre. Donc de bien réfléchir quand je prends moi une décision en tant que mari ou en tant que femme, si c'est une décision qui m'arrange moi dans le foyer ou qui est réellement mieux pour le foyer. Si c'est moi je pense que c'est réellement mieux pour le foyer, il faut que j'entame un dialogue avec l'autre pour savoir si j'ai raison ou si j'ai tort. Si j'arrive à prouver à travers le dialogue à l'autre que c'est moi qui ai raison, donc c'est à l'autre de changer. Si l'autre arrive à prouver que j'ai tort, mais il est très difficile, c'est la chose la plus difficile à arriver de dire, vous savez quoi? C'est moi qui ai tort. Je me suis trompé. Mais vous savez, le peuple juif, à l'origine, on les appelle les Yehudim, au nom d'une seule personne, Yehuda, un des fils de Yaakov. Pourquoi? Parce que Yehuda, dans la fameuse affaire de Tamar, il a avoué devant tout le monde, à la finale, s'être mal comporté vis-à-vis d'elle. Il a reconnu devant tout le monde.
il a reconnu la vérité, il a reconnu ses torts. Du fait qu'il ait reconnu ses torts, Yehuda, on a tous été appelés en son nom des Yehudim. C'est quoi Yehuda? Léodot, reconnaître quoi? La vérité, le Hémet. Yehuda. Oh. Maintenant, on voit une chose ici qui est extraordinaire. On voit dans le Maxime des Pères, chapitre 3, la Mishnah 10, on dit Kol sheruach habriot no haimano, ruach hamakom no haimano. Toute personne qui arrive à s'arranger avec son prochain, Kadosh Baruch Hu, il arrive à s'arranger avec lui. Quelqu'un qui cherche à être apprécié aux yeux des créatures autour de lui, Dieu l'apprécie. Bon. C'est pas celui qui vient et qui déclare la guerre au nom de Dieu et qui veut tuer son prochain au nom de Dieu qui est apprécié par Dieu. Celui-là ne peut pas être apprécié par Dieu. En réalité, c'est pas celui qui vient et qui dit au nom de Dieu, au nom de la Torah, on va te changer toi totalement dans le foyer. De quoi je parle? Attention. Je parle de choses où parfois on a des problématiques qui sont les suivantes. Un mari veut aller faire sa prière le matin. Il veut aller à la synagogue. Bon, maintenant, en tant qu'époux, je veux faire ma tfila avant l'heure limite. Je veux arriver à faire ma prière. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Si ma femme, je la laisse, d'un autre côté, est-ce qu'elle va être capable de s'occuper des enfants tout seul? Si elle en est capable, tant mieux. Si elle en est capable, tant mieux. Qu'elle me laisse aller à la tfila. C'est quoi le problème parfois? C'est que je vois des femmes qui sont capables de s'occuper de leurs enfants et qui disent mais quand même, il me laisse tomber le matin, il m'abandonne. Il n'a pas la galère de s'occuper des enfants. Galère de s'occuper des enfants. Si on commence à parler comme ça devant le rabbin, si on s'amuse à dire ça devant les enfants, après on s'étonne que les enfants se renferment à la maison devant les parents et qu'ils aient plus envie de discuter et que d'un seul coup il y a la crise d'adolescence qui arrive et que l'enfant, ça devient un grand rebelle. On plante des petites graines à travers notre façon de parler devant les autres. Quand on est énervé, on ne réalise pas les expressions qu'on peut employer et combien ces mots-là peuvent faire du mal et quelles conséquences ça peut avoir sur nous par la suite. Donc, pour terminer, on reprendra le cours Bezrat Hashem la semaine prochaine sur la notion d'appartenance. On voit qu'il y a une chose ici qui est essentielle. C'est de se dire, est-ce que moi, dans la façon que je veux construire mon foyer, d'accord, est-ce que moi, je fais ce qu'il faut? Est-ce que mes décisions sont justifiées? Est-ce que la discussion peut se faire? Est-ce que parfois je peux abandonner l'autre face à une situation dont il ne peut pas se sortir tout seul? Lorsqu'on voit des gens aujourd'hui, réellement, qui à 1h du matin peuvent m'appeler ou m'envoyer des SMS 2h du matin, 3h du matin. Ils sont où? Ils font quoi? Vodarav, je viens de voir sur Facebook. Quoi? Je viens de voir sur Facebook qu'il a été dit au nom de tel Rav. C'est vrai ou c'est faux qu'il a été dit que Mashiach arrive, Mashiach n'arrive pas? C'est vrai ou c'est faux? 3h du matin, on m'envoie le SMS. Qu'est-ce que tu fais réveiller à 3h du matin? C'est devenu tellement normal, les gens ne réalisent même pas l'heure qu'il est. Et que quand le lendemain matin, je vois mon appareil, je l'allume et que je reçois des messages, je vois l'heure à laquelle les gens m'ont envoyé, je renvoie un message, je dis, vous réalisez à quelle heure vous avez envoyé le message? Je ne me suis pas rendu compte du temps. Mais quand on me le dit, quand une personne comme ça, que ce soit un homme ou une femme, est abandonnée seule face à elle-même, cette personne-là, et que l'autre, le conjoint ou la conjointe, n'est pas là pour lui dire stop, on est en train de l'abandonner face à une catastrophe. Mais tout va bien. Ce soir, vous m'avez tout fait. On a commencé avec la caméra, on termine avec le téléphone, le cours. On est dans le cours tout terrain ce soir. Baruch Hashem. Oui, je reste cool. Je suis souriant. Je suis souriant, mais vous me voyez dans ma façon de réagir. Je ne m'énerve pas réellement. Je ne suis pas énervé. Mais c'est des reproches que je fais.
C'est des reproches, mais ça se fait de façon sympathique. Et personne n'est mal à l'aise. Donc, il faut voir en réalité quoi. C'est comme ça qu'on construit. C'est comme ça qu'on construit le relationnel. La relation dans le couple, la notion d'appartenance. De se dire, je suis pris en considération, je ne suis pas abandonné. Je vois des gens aujourd'hui qui s'abandonnent le soir. S'abandonnent le soir à des occupations futiles. Parce qu'ils se sentent pas écoutés. Ils se sentent abandonnés. Ils se sentent incompris par la personne avec qui ils ont choisi de partager leur vie. C'est ça le piège de la génération. Les gens qui vont se plaindre sur les médias sociaux parce qu'ils ne sont pas heureux chez eux. Combien est-il facile de pouvoir se plaindre quand on se sent abandonné malheureusement? Mais quelles conséquences terribles ça peut avoir par soi de se livrer sur les médias sociaux. Il faut arriver à comprendre ces choses-là. Par rapport à ça, on voit quoi? On voit tout simplement qu'on a besoin du soutien de l'autre. L'autre est en train de faire une erreur. Je dois venir à ce moment-là m'opposer à l'autre pour lui dire ce que tu es en train de faire, ça ne va pas. Dors, éteins l'ordinateur, ça ne va pas, il y a un problème. Et ça peut être une dépendance aux médias, aux ordinateurs, une dépendance à la cigarette, à l'alcool, au jeu, à tout et n'importe quoi. Une dépendance au bouquin. C'est vrai quand on était jeune, on disait on lit, on peut jamais trop lire. Très bien. Mais quand ta lecture et ton étude vont entamer ton énergie et ta santé, là il y a problème. Il est rapporté, et c'est reconnu médicalement, qu'une personne adulte a besoin entre 6 heures et 8 heures de sommeil dans une tranche de 24 heures. Et que les heures de la nuit, c'est un sommeil de qualité que les heures de l'après-midi ou de la journée ne pourront jamais remplacer. Alors la bonne nouvelle, c'est quand on avance dans l'âge, on a de moins en moins besoin de dormir. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Très bien. Mais en réalité, si on ne prend pas le temps de s'occuper de soi-même, pour manger, pour dormir, pour être en forme, pour pouvoir s'occuper des nôtres, de notre propre famille, pour ne pas s'abandonner égoïstement à des amusements, parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas abandonnés, mais qui ont besoin de se détendre. Et de détente en détente, ils décident de se regarder un film, 2 films le soir. Ah, il est 3 heures du matin. Ah, comment je vais faire le matin? Je vais faire un effort. C'est une catastrophe. C'est pour ça que c'est mieux de ne pas regarder de film. Ça règle le problème. Mais c'est un truc pratique, on est rabbin. Mais le truc qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'en réalité, c'est des choses auxquelles on doit réellement faire attention et sur lesquelles on doit réellement se remettre en question pour, ne pas s'abandonner nous-mêmes, pour sentir qu'on appartient à ce monde et à cette création et que je ne suis pas spectateur de ce qui se passe dans ce monde et je ne fais pas que sur parfois un écran ou dans un journal faire que assister aux éléments de l'information. L'information qui découle en face de nous, c'est l'histoire qui est en marche, de toujours. Et on fait partie de cette histoire. À nous de savoir si on veut être un inconnu dans toute cette histoire-là, ou si on veut être passé ici pour une bonne raison. Ne serait-ce réussir son foyer et l'éducation de ses enfants. C'est un minimum. Être acteur de sa vie. Un spectateur et pas un spectateur. Bezrat Hashem. Voilà. Qu'on ait ce mérite, qu'on ait le mérite d'avoir beaucoup de shalom bayit, d'accord? Désolé pour ceux qui regardent le cours, ça a commencé sur la caméra, ça termine sur le téléphone. On va faire ce qu'il faut, Bezrat Hashem, pour ranger tout ça. De bonnes nouvelles. Et qu'on ait la bracha et la tzlacha. Et on pense à tous les blessés des attentats, partout dans le monde, qu'ils puissent avoir de prompts rétablissements, que Dieu nous protège de la folie meurtrière, protège tous ceux qui sont les gardiens de notre sécurité, je parle des policiers, des soldats à travers le monde, qui puissent arrêter cette violence et cette horreur, et qu'on n'ait plus besoin ni de voir des enfants armés, ni des gens avec des ceintures explosives, ni des gens envoyer leurs enfants avec des couteaux pour tuer d'autres personnes. Que ces horreurs-là puissent s'arrêter, et que ces gens-là puissent être épanouis chez eux, et heureux et en paix, en apprenant tout simplement, au lieu de vouloir à tout prix imposer aux autres leur volonté, et être indépendants des autres, qu'ils apprennent tout simplement à vouloir appartenir à l'humanité. Tout simplement. S'ils apprennent qu'il n'y a qu'une seule place dans ce monde qui s'appelle l'humanité, on peut tous arriver à vivre ensemble n'importe où dans le monde et on peut tous
aussi bien à Jérusalem que partout dans le monde, arriver à vivre tous ensemble, malgré nos différences, les différentes religions, les différentes origines ou races, que Dieu nous aide à y arriver. Amen, Kani Raston. C'est que comme ça qu'on ramènera la Géoula. Amen.